Comment l'énergie nucléaire est-elle passée en 20 ans de modèle industriel français à boulet au pied de notre souveraineté? C'est à quoi s'est attelé le député de la deuxième circonscription de Haute-Savoie, rapporteur de la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté, d'indépendance énergétique de la France. Bonjour Antoine Armand. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans nos studios députés Renaissance de Haute-Savoie. Après 6 mois de travaux, 150 heures d'audition, ancien ministre, ancien président de la République aussi, Nicolas Sarkozy et François Hollande, vous avez rendu vos conclusions sur ce que vous appelez une succession d'erreurs. 6 erreurs que vous listez dans ce rapport et cette illusion entretenue à la fin des années 90 de la toute-puissance nucléaire française. Comment en est-on arrivé là, Antoine Armand, de 44 réacteurs nucléaires construits entre 1981 et 1995 à aujourd'hui 44 réacteurs nucléaires en marche, en fonctionnement, sur les 56 que compte le parc nucléaire EDF. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est une bonne question, c'est une question difficile à laquelle on a essayé de répondre dans cette commission d'enquête, vous l'avez rappelé, avec de nombreux travaux et puis des auditions techniques en plus, des contributions écrites que j'ai reçues, plus de 5000 pages qui ont été analysées, traitées, examinées, et qui nous amènent aussi à faire la part des choses, puisque vous avez décrit la situation du parc nucléaire. Il y a une partie des réacteurs qui sont à l'arrêt aujourd'hui du fait de la corrosion sous contrainte. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est un défaut générique qui vient de réparations qui ont été faites sur les soudures de nos centrales à certains moments et qui n'étaient pas prévisibles. Et qui n'ont pas été faites à temps, certaines. Alors, en réalité, qu'on n'a pas détecté avant et qu'on aurait probablement pu détecter plus tôt, mais qui ne relève pas d'une erreur industrielle. Et puis, il y a en revanche les arrêts programmés, les visites du fait du vieillissement des centrales. Ce que nous dit cette situation, c'est que nous n'avons plus de marge capacitaire, nous n'avons plus de marge au cas où un défaut est détecté, au cas où plusieurs arrêts se succèdent, et c'est normal, notre parc vieillit, donc ces arrêts vont se multiplier, et d'ailleurs, ces visites, toutes les décennies, elles vont se multiplier à mesure que le parc vieillit. Donc c'est une situation qu'on aurait pu anticiper, qu'on aurait dû anticiper, et qui aurait dû nous conduire à penser qu'on avait besoin de marge, qu'on avait besoin de davantage d'énergie. Et au fond, une des leçons, c'est celle du temps long. C'est celle qu'on a eu du mal à se projeter à plus de 2-3 ans. Et qui aujourd'hui est très compliqué encore à inculquer dans l'esprit des Français. Absolument, mais parce que le temps politique, le temps médiatique, le temps social, c'est pas le temps énergétique. Le temps énergétique, c'est un temps industriel. Un réacteur nucléaire, au plus haut du plan Mesmer, on mettait quelques années à le construire, mais aujourd'hui, le premier réacteur nucléaire qu'on sera capable de mettre en service, ce sera probablement dans une dizaine d'années. Et donc, ça nécessite d'anticiper la formation, les capacités à construire et les capacités à entretenir. Et c'est ce qui nous manque, c'est cette capacité à nous projeter dans le temps, à créer un consensus pour que tous les acteurs, les parlementaires, le gouvernement, mais aussi les acteurs industriels, travaillent dans cette direction-là et qu'on n'ait pas des heurts, des sursauts, des contre-coups tous les 2-3 ans. Et justement, ce manque d'anticipation dans le calendrier, Antoine Armand, cette illusion, comme je le disais au début, il y a une erreur finalement que vous avez pointée du doigt et qui a retenu mon attention. En faisant preuve de cette inaction dans la rénovation du parc nucléaire, les autorités ont contribué à opposer énergie renouvelable, énergie nucléaire. Et aujourd'hui, c'est encore le cas, Antoine Armand. Absolument. Si vous voulez, ce qui est sidérant et ce qui a été sidérant dans ces auditions, c'est qu'on avait 3 chapelles. Vous aviez ceux qui défendaient la sobriété et l'efficacité énergétique en voulant faire croire que ça suffirait. Ceux qui étaient pour le nucléaire et qui pensaient que le reste c'était de la pacotille, qu'on n'avait pas besoin d'énergie renouvelable qui était intermittente. Et puis les défenseurs uniquement de l'énergie renouvelable. La réalité, c'est qu'on est aujourd'hui confronté à un mur énergétique gigantesque. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'on sorte des énergies fossiles, qui sont des énergies qui émettent du carbone, et qui sont quasi totalement importées. Donc c'est ça notre très forte dépendance, c'est 2/3 de notre consommation énergétique. Et face à ce mur, il faut qu'on arrête de se comporter, passez-moi l'expression, comme des enfants gâtés de l'énergie. Nous n'avons plus le choix que de faire et de la sobriété, et du nucléaire, et des énergies renouvelables. Et j'insiste sur ce point. Pourquoi ? On parlait tout à l'heure des réacteurs nucléaires. Le premier qu'on sera capable de mettre en service si tout se passe bien, ce sera d'ici une 12aine d'années. Mais entre-temps, on n'a pas le choix. Ce sera forcément de la sobriété et de l'éolien, du solaire, de la chaleur renouvelable.
Alors on en parlera évidemment des efforts peut-être demandés aux Français finalement pour ces prochaines années, mais excusez-moi Antoine Armand, c'est aussi de votre responsabilité, pas vous personnellement, mais des responsables politiques. D'ailleurs c'est Yves Bréchet qui le disait dans l'une de vos auditions, c'était en décembre dernier, il a dézingué l'inculture des décideurs politiques sur le sujet. Yves Bréchet c'est l'ancien haut-commissaire à l'énergie atomique, il a notamment déclaré c'était une politique qui a été conduite pendant des années par un canard sans tête. Est-ce que c'est pas ça le problème? Si, c'est une très grande partie du problème. Et au-delà de la question de l'inculture, ce que vous soulevez, c'est un point fondamental, c'est notre rapport dans la société, et en particulier pour les responsables politiques, à la science. Je ne suis pas ingénieur. Je n'ai pas vocation à le devenir en quelques années de mandat législatif. En revanche, mon devoir, c'est de m'éclairer de la science, de recevoir les scientifiques, les techniciens, les industriels, et de comprendre quelles sont les limites scientifiques. Et notamment Yves Bréchet, l'ancien haut-commissaire, parle de ça pour la loi sur les 50% de nucléaire. Au fond, cette loi promettait qu'on allait réduire la part du nucléaire et la compenser très vite et d'une manière suffisante par les énergies renouvelables. Mais premièrement, on n'avait pas su mettre en place ces énergies, et d'autre part, pour un réseau électrique qui a besoin de fonctionner à chaque instant, une intermittence, c'est pas exactement pareil qu'une centrale nucléaire qui est capable de produire tout le temps. Et ça, ce sont des lois physiques, des contraintes sur le réseau électrique, des contraintes techniques. Et donc la responsabilité du politique, c'est de s'éclairer de cette décision, c'est de s'informer. J'ai eu cette discussion, on m'a dit oui, mais c'est peut-être les administrations qui n'ont pas fait remonter les rapports ou les scientifiques. Mais arrêtons-nous tout de suite, c'est de la responsabilité des gouvernants d'aller chercher l'information. Si on n'a pas été fait sur ces dernières années sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande. On a eu des auditions d'anciens ministres de l'énergie qui nous ont dit en substance, ah oui, mais je savais pas, ou on m'avait pas dit que. Mais attendez, vous êtes en charge du ministère de l'énergie, vous avez à vous interroger sur la capacité du réseau électrique à tenir, vous avez à vous interroger sur est-ce que j'ai assez de compétences dans la filière nucléaire pour maintenir mon parc. C'est des questions essentielles et c'est des questions politiques. Alors justement, parmi ces ministres de l'énergie, le ministre du redressement productif, en l'occurrence Arnaud Montebourg, de 2012 à 2014, qui, on s'en souvient, avait quitté le gouvernement avec perte et fracas. Vous l'avez auditionné, Arnaud Montebourg. Une audition extrêmement intéressante où finalement Arnaud Montebourg a déballé absolument tout en place publique, si je puis dire. Qu'est-ce que vous retenez de cette audition, clairement? Alors, il y a un certain nombre d'effets de manche et c'est normal, on ne peut pas le reprocher à des responsables politiques de talent par ailleurs, mais l'audition d'Arnaud Montebourg était très intéressante, d'abord parce que c'est l'audition d'un ancien ministre de l'Industrie qui n'était pas en charge de l'énergie. L'énergie qui était confiée au ministère de l'Environnement, et c'est d'ailleurs une des recommandations que je fais. Si on assume que l'énergie est une industrie, alors c'est le ministère en charge de l'industrie qui doit piloter cette capacité. Mais Arnaud Montebourg a déployé un certain nombre d'arguments et parmi eux, moi je retiens celui de la vision industrielle. Et Arnaud Montebourg fait partie des ministres, et c'est une des recommandations du rapport, qui ont remis sur la table la question de l'électrification. On veut aujourd'hui transformer nos usages et avoir des véhicules électriques plutôt que des véhicules qui fonctionnent avec du carburant fossile, avoir plus de chauffage électrique, etc. Mais il y a des implications très fortes. Concrètement, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des semi-conducteurs, qu'on ait des batteries, qu'on ait des matériaux critiques qui ne sont pas produits aujourd'hui en France et en Europe. Et qui ne le seront sans doute pas. En partie, mais en tout cas, avoir fait comme si on n'avait pas besoin de ces matériaux, ne pas avoir pensé à toute la chaîne industrielle, c'est une erreur fondamentale qu'il a très bien relevée. Oui, qui ne le seront sans doute pas. On parle aussi d'hydrogène, par exemple. C'est aussi notre énergie, où il faut de l'électrolyse, où il faut de l'eau, où il faut de l'électricité. Et on veut le produire en France totalement. On n'a même pas suffisamment d'électricité pour pouvoir produire de l'hydrogène. Mais ce que vous dites est très important parce que on a souvent eu, vous l'avez dit tout à l'heure dans les oppositions entre les énergies, un débat presque religieux, pardon de le dire sur RCF, sur les énergies. C'est-à-dire qu'on a fait comme s'il y avait des énergies qui étaient parfaites et d'autres catastrophiques et inversement. Et les défenseurs des uns et des autres. Non, quand on raisonne en industriel, en technicien, en énergéticien, on remarque qu'une centrale nucléaire, c'est très long à construire, que ça peut avoir des pannes industrielles, que ça peut coûter cher parfois, qu'il y a une dépendance à un combustible tant qu'on n'a pas de la 4e génération, mais que ça produit en quantité et de manière très dense.
Vous voyez, là je vois sur vos images deux réacteurs nucléaires. Deux réacteurs nucléaires, c'est plus de 2 gigawatts de capacité. C'est l'équivalent de kilomètres et de kilomètres carrés de panneaux solaires qui ne produisent pas la nuit et donc qui ont besoin d'être compensés pendant ce temps-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est être capable de voir en conscience les avantages, les inconvénients, les limites de chaque production énergétique. C'est le fameux mix énergétique aussi défendu par le président de la République. Pour en terminer justement avec les présidents de la République, vous avez interrogé Nicolas Sarkozy, François Hollande. Alors, séparément, on le rappelle, c'est important peut-être de le dire. Ça aurait été trop risqué de les avoir ensemble, séparés. Même si moi je me suis amusé à recoller un peu des morceaux de ces auditions, et j'ai eu le sentiment qu'ils se répondaient à distance. Il y avait une forme de ping-pong entre les deux anciens présidents. Ils se renvoyaient la balle, ils se renvoyaient la responsabilité. Vous avez eu ce sentiment-là ? Oui, absolument. Vous savez que l'amitié entre Nicolas Sarkozy et François Hollande est légendaire et on a pu le constater. Mais ce qui ne grandit pas, le débat politique aujourd'hui. Absolument. On a pu le constater au travers de ces auditions. Mais on a pu aussi constater ce qui était le débat de l'époque. Parce que, bien sûr, réécrire toute l'histoire a posteriori, c'est facile. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que c'était des vraies positions politiques à l'époque. Nicolas Sarkozy, il a été faire sa campagne présidentielle dans des centrales nucléaires. Et à l'inverse, une partie de la campagne de François Hollande, c'était sur la fermeture de Fessenheim, c'était sur la réduction du parc nucléaire. Donc c'était bien un enjeu très présent à l'époque. Alors ce qu'on a pu constater, je pense notamment à François Hollande, c'est une forme de réécriture. C'est-à-dire que ce que le président de la République, François Hollande, est venu nous expliquer, c'est que dans sa position à l'époque avec les Verts, il avait plutôt une posture de défenseur du nucléaire. Ce qui est en fait aujourd'hui complètement inaudible pour la filière, de se dire que le président qui a pris l'engagement de diminuer le nombre de réacteurs est celui qui aurait défendu la filière. Oui, c'est exactement, il ne l'était pas en tout cas, même au départ. Dans les faits, c'est difficile à retrouver. Justement, alors après Nicolas Sarkozy, après François Hollande, Emmanuel Macron qui ensuite a été élu en 2017, est-ce que ce rapport ne dédouane pas, ce rapport que vous avez fait, l'inaction du président de la République actuelle en la matière, sur son début de premier mandat? Je parle de la fermeture de Fessenheim, c'était au début de son premier mandat, l'arrêt du programme Astrid en catimini en 2019. Est-ce que ce rapport-là ne dédouane pas toutes ces erreurs qui ont été aussi faites par Emmanuel Macron à partir de 2017 ? Au contraire, dans le rapport, j'écris noir sur blanc quelque chose qui me paraît être de l'ordre de la réalité. On a besoin de se confronter à la réalité du passé pour... La fermeture de Fessenheim, d'abord. Est-ce qu'elle est évitable ? Je liste ce que j'appelle dans le rapport des erreurs très importantes qui sont dans la continuité du passé récent, c'est-à-dire 2015, qui sont très dommageables pour la filière nucléaire. Et donc je cite l'arrêt sans alternative crédible du réacteur Astrid. Je le dis pour les auditeurs, pour ceux qui nous regardent, parce que c'est un petit peu complexe, mais en un mot, ça se comprend très bien. Les réacteurs nucléaires tels que nous les avons, de 3e génération, ils utilisent de l'uranium enrichi et ils laissent de côté une grande partie de l'uranium naturel. La 4e génération, elle permet d'utiliser quasiment la totalité de cet uranium et de réutiliser une partie des déchets. Donc c'est beaucoup plus vertueux et ça nous donne des dizaines de milliers d'années d'approvisionnement devant nous parce que sur le sol français, on a beaucoup de cet uranium moins enrichi. Donc on a la fermeture d'Astrid, on a la fermeture de Fessenheim et je le dis très clairement dans mon rapport, elle n'était pas une fatalité, y compris en 2017. On aurait pu faire le choix de faire des travaux qui auraient duré longtemps, il faut être très réaliste, mais qui ensuite auraient permis d'utiliser cette centrale pendant des dizaines d'années, ce qui aurait été très utile. Et puis il y a aussi... Donc Fessenheim aurait pu rester en activité. Absolument. Vous dites. Et on aurait pu éviter peut-être ces hivers un peu de... Alors non, parce que le gap n'est pas le même. Le fossé à cet hiver était de l'ordre de plusieurs gigawatts. En réalité, il était plus d'une douzaine de gigawatts. Fessenheim, c'était moins de 2 gigawatts. Donc ça aurait permis de réduire notre dépendance, mais ça n'aurait pas été à l'échelle. Alors, ce qui est important aussi à souligner pour nos auditeurs, quand même, qu'est-ce qu'on voit, nous, quand on est consommateur ou quand on est français, c'est notre facture d'électricité. Vous l'avez vu, Antoine Armand, la France redevient le pays européen où l'électricité est la plus chère. Il y avait une accalmie un peu en ce début d'année 2023. C'est reparti à la hausse, plus de double, par exemple, le prix de l'électricité par rapport à nos voisins allemands aujourd'hui. Nombreuses incertitudes autour de nos réacteurs nucléaires existants aussi, la mise en fonctionnement, voilà, on en a parlé de ces chiffres. Est-ce que là, la situation est compliquée ? Qui va payer la facture, si je puis dire ? Parce que là, Bruno Le Maire a annoncé la prolongation de bouclier tarifaire sur l'électricité jusqu'au début de 2025. Qui va payer la facture ? C'est le marché européen, enfin qui va payer la facture ? J'essaye d'éviter de faire comme certains de mes collègues, je vais essayer de répondre directement à la question et d'expliquer pourquoi. Qui va payer la facture ? Ce sera le contribuable français. Il faut être extrêmement clair. Donc sur quoi ?
Ça va être de l'endettement ou, c'est pour ça qu'on présente un plan de désendettement du pays, des économies sur les dépenses publiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a porté des réformes pas très populaires qui permettent de réduire les déficits qui sont aujourd'hui compensés par l'État. Comme la réforme des retraites. Comme la réforme des retraites. Mais il faut être très lucide. Qui va payer la facture à la fin? C'est le contribuable. Enfin, c'est l'État et c'est notre pays. Ensuite, vous avez commencé à en dresser les premiers traits. La question qu'il y a derrière, c'est celle du marché européen. Elle est infiniment complexe et pourtant tout le monde en ressent les conséquences. Et pour le dire en un mot, cette histoire, c'est l'histoire d'un design de marché qui a été créé dans les années 2010 et qui fait que quand on a beaucoup d'électricité disponible au niveau européen, c'est plutôt les énergies renouvelables à très bas coût qui sont avantagées, qui sont utilisées, mais quand on a besoin de beaucoup d'énergie, eh bien c'est les dernières centrales qui sont prêtes à produire, en l'occurrence à gaz et à charbon, qui ont des prix très élevés, et le marché fait que ce prix-là, il s'applique à tout le monde, et que donc on paye notre électricité beaucoup plus cher. Mais vous l'avez aussi très bien précisé, aujourd'hui, alors le marché européen c'est très complexe, il y a des marchés nationaux, un marché européen et puis des primes nationales plus ou moins fortes. Aujourd'hui, c'est l'incertitude sur le parc nucléaire qui fait que en France on achète plus cher l'électricité parce que pour l'instant nos voisins allemands exactement payent, oui, mais aujourd'hui quand on achète sur le marché français, je parle des grands fournisseurs, ils sont inquiets de ce qui pourrait arriver au parc nucléaire et donc ils s'assurent. Et en s'assurant, ils mettent des prix plus élevés. Et c'est bien donc notre industrie qui est affaiblie qui explique ce prix de l'énergie plus élevé, en plus du marché européen dont les règles doivent être profondément réformées pour cesser de désavantager, et c'est un député pro-européen qui vous le dit, cesser de désavantager la France en Europe. Cette situation des réacteurs nucléaires qui ont redémarré pour certains d'entre eux il y a quelques mois, mais qui aujourd'hui, il y a toujours énormément, il y a toujours une douzaine de réacteurs nucléaires qui sont actuellement en non-fonctionnement, enfin qui sont fermés, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation là va devenir très compliquée dans les prochains hivers encore. Vous dites quoi aux Français? Vous dites qu'il faut s'attendre à 10 ans, 10 ans de sobriété? Il faut s'attendre à plusieurs choses. D'abord, dans les prochaines années, ça restera difficile parce qu'on continuera à avoir ces visites qui sont en fait celles qu'on appelle les visites décennales qui correspondent au passage des plus de 40 ans et donc où il faut faire des vérifications très importantes sur les réacteurs parce qu'en France, on ne lésine pas sur la sûreté nucléaire. Ouais. Et donc, la conséquence, c'est que ça prend beaucoup de temps. Mais c'est ce que vous dites, c'est qu'il faudra empiler sobriété, nouvelles énergies renouvelables, parce que les énergies renouvelables, on est capable de les construire beaucoup plus vite que les réacteurs nucléaires. Donc et puis préparer la suite. Alors, c'est ce que je propose dans mon rapport. Il faut sortir des oppositions un peu stériles, et donc il faut regarder lesquelles sont les plus rentables, lesquelles on arrive à installer rapidement, lesquelles viennent de choses qu'on est capable de matériaux, de concepts, d'outils qu'on produit en Europe, parce que pas refaire l'histoire du panneau solaire fabriqué en Chine et financé par l'argent public français. Il faut aussi qu'on soit capable d'avoir ce courage-là. Donc moi, ce que je demande, c'est que RTE, le gestionnaire de réseau, fasse dans les prochains mois, avant la loi qu'on va voter sur l'énergie, un travail pour nous dire quelles sont les énergies les plus rentables, quelles sont les énergies qui ont l'intermittence la plus faible. Autrement dit, si vous avez un panneau solaire à terre, lui, il va peut-être bien tourner quand il y a du soleil, mais par définition, pas la nuit. Une éolienne en mer. Le solaire, nos voisins allemands ont beaucoup investi dans le solaire. Bien sûr. Ça fonctionne. Oui, mais il faut une compensation. Parce que si vous avez moins de soleil pendant un certain nombre de temps, il faut qu'il y ait quelque chose qui produise. Vous pouvez pas, si moi je vous vends de l'électricité fabriquée à partir du solaire, il faut que je vous garantisse que vous en ayez quoi qu'il arrive, et donc il faudra s'assurer. Bon, et donc si vous comparez par exemple à de l'éolien en mer, où il y a toujours du vent, il y a beaucoup plus de vent en mer que sur Terre, avec des éoliennes qui peuvent être fabriquées en Europe. Là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à aller voir. Une catastrophe au niveau de la biodiversité n'arrive. C'est pas vrai, c'est pas une catastrophe. C'est en fait beaucoup plus nuancé. Ça dépend comment vous le faites et notamment si vous le faites très au large. Et c'est pour ça qu'on a inventé l'éolien flottant. Vous avez l'éolien posé, c'est celui dont on parle beaucoup en Bretagne notamment. C'est des immenses plots de béton qui sont posés au fond de la mer. Et puis vous avez des flotteurs qui, eux, permettent d'être à 20, 30, 40 km de la côte et qui réduisent les questions de paysage et de biodiversité. Mais je le dis aussi tout de suite parce qu'on a dans la région des associations dites écologistes qui se débrouillent pour essayer de fermer des centrales hydrauliques qui permettent de produire de l'électricité renouvelable. La solution parfaite n'existe pas. Donc, de deux choses l'une, ou on est prêt à des coupures d'électricité, ou on se dit qu'on a besoin de moins d'énergie, mais on ne sait pas faire pour le moment, ou on assume qu'on aura à terme toujours un impact, mais que nous, on veut être plus souverain et continuer à réussir la transition. Des coupures d'électricité qu'on a évité, en tout cas le blackout qu'on a évité cet hiver, est-ce qu'on l'évitera l'hiver prochain? Est-ce qu'on l'évitera dans 2 hivers, dans 3 hivers, si les Français font
Encore les efforts? Alors, pour l'hiver prochain, pour les hivers à venir, on a reconstitué des stocks de gaz très importants, donc le danger est un peu moins important, mais on n'est pas à l'abri d'autres arrêts sur les centrales nucléaires, on n'est pas à l'abri d'une crise systémique, d'une crise européenne mondiale, donc vous avez raison de le souligner. C'est pour ça qu'une partie de la solution viendra de la sobriété. Alors, quand on dit sobriété, il faut différencier les Français, vous comme moi, qui font individuellement des efforts et qui mettent, alors on a caricaturé ça sur l'école roulée, mais il y a beaucoup d'autres solutions. Parce qu'il n'était sans doute pas la meilleure image, bonne mais ça a permis, je vous donne, donc il faut je suis pas différencier sûr que le cette col roulé sobriété. ou la doudoune de la première ministre était vraiment utile. Mais quand vous différenciez la sobriété des particuliers des industriels, parce que moi je ne suis pas pour que les décolteurs de la vallée de l'Arve ne puissent plus produire de l'électricité, mais si vous regardez juste celle des particuliers, c'est l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires. Donc on a une marge gigantesque. Et celle-là, il faut qu'on aille la chercher, mais pas en opposition avec la production d'énergie, c'est juste en plus. Bon, on invite en tout cas vraiment nos auditeurs à aller consulter votre rapport. Merci. Très intéressant, salué d'ailleurs par Yves Bréchet, l'ancien haut commissaire, qui a réagi finalement à ce rapport-là sur la perte d'indépendance et de la souveraineté énergétique en France. Merci beaucoup Antoine Armand d'avoir été avec nous.